Donc c'est bon, ça tourne. Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour la rencontre de ce soir. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis 12 décembre, je ne sais pas pourquoi, alors que nous sommes le 10. Toutes mes excuses, je corrigerai les planches. Donc c'est notre rencontre, la dernière de l'année civile, là, sur le mois de décembre. On a eu tellement de choses qui se sont passées là depuis la rentrée, entre le temps pour la création, la COP. Donc j'avais envie qu'on puisse prendre un peu du temps pour se poser et se tourner vers des choses aussi qui sont dans le sens de l'espérance, avec ce temps de l'Avent qui nous appelle aussi à regarder un peu la lumière qui vient. Et ça sera notre fil conducteur de la soirée. On accueille avec beaucoup de plaisir Louise, qui était avec moi sur Clameur. C'était est-ce qu'on peut dire que c'était notre capitaine sur ce bateau extraordinaire du rassemblement Clameur, la Rose des Vents, qui était le lieu de la démarche spirituelle. Et je trouve que c'était intéressant que Louise puisse venir nous témoigner aussi ce qui s'était vécu là-bas et ce qui se vit de manière plus large au niveau des scouts et guides de France autour de cette démarche Clameur. Et c'est parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui naissent là-bas et aussi il y a toute cette mobilisation des jeunes et des scouts et comment ils rentrent dans ces questions de l'écologie intégrale et c'est très inspirant pour nous. Et je voulais prendre un temps aussi sur la COP 30 avec un peu différents angles parce que cette COP, il y a tous les résultats voilà, politiques de déclarations qu'on voit, et puis il y a tout ce qui se voit moins, qui a pu se passer pendant, qui a pu se passer en parallèle, qui va se passer après. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi. Voilà, je spoil un peu, mais il y avait je vous mettrai dans les ressources une très bonne interview de Valérie Masson-Delmotte suite à la COP, qui faisait le bilan de la COP, et qui disait à un moment, les COP, c'est du théâtre. Et il y a un peu ça, il y a tout ce qu'on voit sur scène et tout ce qui se passe derrière, et c'est intéressant aussi d'avoir un peu, il s'est passé beaucoup de choses derrière. Voilà, je voulais commencer par, comme d'habitude, sur un temps de prière, et puis on aura un temps de partage sur un texte biblique. Alors chaque fois, j'ai absolument pas anticipé, donc chaque fois je demande à un volontaire de lire le texte de la prière. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui se sentirait de le lire. Je me disais peut-être Cécile ou Marie-Odile. Cécile? Je veux bien. Marie-Odile, ok. Prière pour l'Avent. Seigneur, nous t'attendons dans la joie et dans la peine, dans les ténèbres et dans la lumière. Nous savons que tu es là, même les jours où nous ne réussissons pas à le voir. Pardon de ne pas savoir toujours ouvrir nos yeux. Nous savons que tu es là dans la beauté de la création que tu nous donnes et dont nous ne finissons pas de nous émerveiller. Nous savons que tu es là. Ah, j'ai un problème, je ne peux pas lire le... Ah, Non. Dans la simplicité, dans la rencontre, Je laisse Cécile prendre le relais, oui, parce que j'arrive plus à lire en entier. nous savons que tu es là dans la simplicité, dans la rencontre, dans un sourire ou un regard donné, dans la main tendue, dans la sincérité, dans le geste d'amitié pour celui qui est différent. Merci de marcher avec nous. Merci d'ouvrir avec nous des chemins où la vie n'en finit pas de grandir. Aide-nous à toujours marcher avec toi, sans jamais lâcher ta main. Amen. Amen. Super. C'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Pour ce soir, je vous ai préparé un texte, enfin deux textes bibliques, là, vous verrez, et une méditation. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Nous marchons dans les ténèbres. Il fait sombre, on ne voit pas bien le chemin, et nous marchons. Nous aurions pu rester à la maison, au coin du feu, dans nos habitudes. Ça aurait été plus facile. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Jean. Jean, il vivait dans le désert, il portait des vêtements de poils de chameau, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Pas la facilité, pas vraiment. Nous, on n'en est pas là, mais nous avons nos déserts. Des grands déserts pierreux avec des chemins sur lesquels nos pas nous butent parfois. Nous avons nos ténèbres. Nous acceptons de regarder, nous avons choisi d'accepter de regarder les ténèbres du monde. Et elles sont immenses et profondes et poisseuses, pleines de mauvaises intentions, de mensonges de quelques-uns, de souffrances de beaucoup, de cris silencieux que nous avons choisi d'écouter, de partager. Nous avons choisi d'être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés des blessures du monde, au cœur des blessures du monde. Et nous y avons trouvé de la lumière et de la joie. Des petites choses minuscules, des petites pousses qui grandissent en silence. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, disait une militante d'Ouganda. Mais ne nous abandonnez pas. Reposez-vous si vous en avez besoin, et puis revenez. Il faut vraiment vouloir prier pour la terre, me disait une paroissienne en arrivant à la veillée de prière pour la COP. J'étais chez moi bien au chaud. Je suis ressortie pour venir. J'ai appelé toute la journée les gens que je connaissais, mais personne ne pouvait venir. Alors, je suis venue toute seule. Pendant la célébration, elle s'est tenue debout, devant les personnes rassemblées, pour lire le témoignage du cri de la terre. Nous qui marchons dans les ténèbres, nous savons que nous marchons vers la promesse d'une lumière, vers une lumière qui est déjà là, quelque part, en nous, vers le ciel qui s'éclaircit à l'horizon. La route s'invente sous nos pas. C'est difficile, mais nous marchons, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous marchons ensemble. Nous savons que Dieu est là, tout près. Il est déjà là, et il va venir, et nous l'attendons. Nous qui sommes le peuple qui marche dans les ténèbres, nous portons en nous la promesse de la lumière. Je vais vous proposer quelques questions pour échanger. Je vous mets dans la discussion. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez l'impression parfois de marcher dans les ténèbres? Et est-ce que vous voyez une lumière ou des lumières qui se lèvent aujourd'hui? Et on va prendre environ un quart d'heure pour partager sur ça. Je vais ouvrir les salles. Voilà, les salles se sont refermées, donc tout le monde doit être revenu là maintenant. Pendant que vous étiez en salle, nous, on a discuté avec les quelques retardataires qui nous ont donné un peu des nouvelles. J'espère que vous avez pu bien échanger et que ça va nous introduire sur la lumière dont Louise va pouvoir nous parler aussi sur ce qui s'est vécu à ce rassemblement clameur. Voilà, moi, déjà, je te remercie à nouveau, Louise, d'être avec nous. Et puis, merci de tout ce que tu m'as permis de vivre aussi pendant ce rassemblement. Voilà, on s'est rencontrés donc à Clameur, cette démarche ouais, du coup, ça te refait le partage complet, mais si tu penses que si tu affiches ton écran, ça va marcher. Bah, je pense là, enfin, vous voyez ou
Parce que nous, on voit en fait, je pense, ton écran. Donc, on voit moi au milieu avec et D'accord. les autres personnes. Voilà. Pourtant, j'ai fait la fenêtre. T'as Et fait la du coup, fenêtre. ouais, mais c'est Euh, effectivement la est-ce- fenêtre qui est cette fenêtre et on me propose ah, pas une autre et on fenêtre. ne propose pas une autre fenêtre. Est-ce que tu veux sinon que je récupère Je vais les planches et essayer. que je les partage et à Non, ce ça y moment-là. est, là, je pense que c'est bon. Ah si, c'est bon. C'est bon? Là, Ok, bah là, c'est parfait. bon. Alors du coup, là, on voit la planche un peu à moitié affichée, mais je pense que je vais avoir pareil sur ton écran. Là, c'est Voilà. bon? Voilà, là, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Donc, pour te situer un peu, on a fait connaissance avec la Clameur et toi, tu étais en charge de la préparation de la démarche spirituelle du rassemblement. Sachant que Clameur, c'est une démarche dont on a déjà eu l'occasion de parler là avec les animateurs de 2 ans des Scouts et Guides de France. Donc là, on est dans la deuxième année. Autour de la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et au milieu de cette démarche, il y avait un rassemblement qui concernait donc ceux qu'on appelle les pionniers caravelles et les compagnons. Donc, ce sont des jeunes qui sont entre la troisième et le post-bac, qui avaient vécu des temps un petit peu disséminés, enfin voilà, dans différents camps et qui se sont tous retrouvés à Jantville. Donc, les 20 000 personnes, c'était quelque chose de très très impressionnant avec tous ces jeunes qui étaient voilà, qui était extrêmement motivé et enfin, voilà, c'était très beau à voir. Et moi, ce qui m'avait énormément marqué, c'est à quel point le lieu vers la Rose des Vents dont tu vas nous parler, qui était ce lieu de la démarche spirituelle, est un endroit où les jeunes venaient dès que c'était ouvert. Il y avait des jeunes. Il y avait une chapelle à côté. Enfin, je me souviens d'être passée peut-être à 11h30 du soir. Il y a des jeunes qui étaient là, qui priaient ensemble à la chapelle. Enfin, c'était, il y avait cette espèce d'élan qui était assez incroyable à voir et en même temps dans une grande simplicité, quelque chose de très joyeux, de très simple dans le partage. Et je me dis qu'il y a quelque chose d'assez inspirant de voir ce qui pouvait s'être passé là et ce qui pouvait naître. Voilà. Donc je vais te passer la parole et merci encore d'être là. Avec joie, merci à vous. Effectivement, du coup, bah, donc la Rose des Vents, donc un lieu un peu phare, j'allais dire, dans le rassemblement Clameur, qui était lui-même du coup dans une démarche sur 2 ans au sein du mouvement. Mais du coup, bah, en fait, voilà, ce que je trouvais un petit peu fort aussi, c'est que du coup, effectivement, le mouvement des Scouts et Guides de France, c'est un mouvement catholique d'éducation populaire où l'enjeu c'est de pouvoir faire grandir les jeunes de 6 à 21 ans, mais avec vraiment l'enjeu qu'on accueille toutes sortes de jeunes et du coup des jeunes venant de tous horizons en France et notamment aussi de différentes, j'allais dire, confessions religieuses, en tout cas de différentes spiritualités. Et c'était aussi voilà, un enjeu qui était identifié par rapport, enfin voilà, au sein du mouvement, qu'il s'agit bien d'un mouvement catholique, donc ouvert à tous, et avec l'idée que du coup, dans ce rassemblement, on avait aussi beaucoup des jeunes accueillis qui voilà, soit étaient soit bah, catholiques pratiquants, soit aussi beaucoup de gens en route et en découverte où certains jeunes, en tout cas, enfin voilà, qui pas spécialement, en tout cas, d'un contexte ou d'une famille religieuse. En tout cas, voilà, dans ce cadre-là, le mouvement a un but, former des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Et ça se traduit par différentes choses, mais comme il s'agit d'un mouvement d'éducation populaire, notamment, en fait, les actions, les activités sont construites autour de 4 axes. Le fait de construire sa personnalité, de vivre ensemble, d'éduquer des garçons et des filles. Et particulièrement, là, c'est plutôt cet axe qui a été, enfin voilà, j'allais dire plébiscité sur la question de la démarche Clameur, c'est le fait d'habiter autrement la planète. Ça s'appelle vraiment habiter autrement la planète, avec l'enjeu que, bien sûr, il y a la démarche environnementale et comment est-ce que, du coup, les jeunes vont pouvoir être en lien avec la nature, mais aussi
aussi dans l'idée de comment est-ce qu'on accueille chacun et chacune et qu'on vit aussi la dimension sociale. Voilà, globalement, en tout cas dans les mouvements scouts à travers le monde, ça se traduit par une méthode qu'on appelle la méthode scout qui est en 8 points. Voilà, que je vous ai mis un petit schéma qui rappelle un peu ces 8 points. Et ces 8 points qui sont intrinsèquement liés les uns aux autres, mais avec effectivement aussi deux enjeux un peu importants aussi qui ont pu être développés dans cette démarche. C'est la vie dans la nature et l'engagement dans la communauté, de savoir comment est-ce que du coup, en tant que scout et guide, les jeunes peuvent aussi s'engager eux-mêmes et relever un petit peu des défis justement environnementaux et sociaux pour répondre à ces clameurs. Alors, du coup, de ce fait-là, à l'appel du pape François, dans l'encyclique Laudato Si, les scouts et guides de France se sont mobilisés pendant 2 ans, et enfin, sont en cours de mobilisation pendant 2 ans, sur cette démarche clameur, où l'enjeu, c'était vraiment, du coup, de pouvoir écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors, cette démarche sur 2 ans, elle s'est construite justement dans l'idée que elle puisse du coup, j'allais dire, toucher l'ensemble des jeunes du mouvement, qui est à peu près 85 000 jeunes accueillis sur toutes les branches. Il y a aussi du coup 15 000 bénévoles adultes au service des jeunes. Mais du coup, de toute tranche d'âge, de 6 à 21 ans, avec l'enjeu que, évidemment, ces choses seront traduites de façon différente suivant l'âge des jeunes, mais de leur permettre de pouvoir rentrer dans cette démarche-là en relevant des défis, notamment voilà, sur la première année, des défis avec des associations partenaires, du coup, soit des associations effectivement qui répondent aux clameurs de la terre, ou des associations qui répondent aux clameurs des pauvres. L'enjeu étant que du coup, chacune des jeunes, suivant leur âge, puissent un petit peu se mobiliser sur la question. L'enjeu, c'était aussi que ça soit une année un petit peu de préparation, où il y a un petit peu des découvertes de différentes thématiques et que ces défis qui sont relevés puissent être un petit peu, j'allais dire, un peu diffusés et rayonnés sur la deuxième année, qui est celle du coup 2025-2026, dans laquelle nous sommes rentrés depuis septembre dernier. Et au cœur du coup de cette démarche sur 2 ans, il y avait ce rassemblement qui a eu lieu l'été dernier, à la fin du mois de juillet à Janville, et qui rassemblait effectivement, comme Anne l'a dit, du coup 2 tranches d'âge, les pionniers Caravelle qui ont entre 14 et 17 ans, et les compagnons qui ont entre 17 et 21 ans. Donc c'était un rassemblement pour environ 20 000 jeunes, de 14 à 21 ans. Et cette démarche, du coup, était un peu fondée vraiment sur la question de la sobriété heureuse, avec vraiment la volonté que ce rassemblement puisse se vivre dans une simplicité, non pas dans une simplicité qu'on pourrait vivre de façon un petit peu subie, parce que on n'a pas le choix, parce qu'on voit ça un petit peu comme une décroissance, mais bien comme quelque chose de choisi non seulement par le mouvement, mais choisi par les jeunes et vécu de façon, j'allais dire, heureuse, joyeuse et même, j'allais dire, entraînante. C'était l'enjeu aussi du rassemblement parce que pour le coup, je pense que si on devait décrire ce rassemblement, c'était vraiment rassemblement de 20 000 jeunes joyeux, festifs et avec vraiment l'envie de pouvoir répondre à ces clameurs de façon très positive. Dans cette démarche-là, que ça soit du coup pendant les 2 ans ou pendant le rassemblement, du coup, il y a une démarche spirituelle qui a été écrite avec vraiment l'idée que, de fait, voilà, on mesure quand même qu'on a beaucoup de jeunes qui pourraient être un petit peu éco-anxieux par la situation, voilà, que ce soit la situation environnementale ou sociale, mais qui, du coup, dans ce cadre-là, était aussi appelé à ne pas se laisser
continuer à marcher dans les ténèbres, mais bien de pouvoir voir cette lumière, ces pousses, comme on en a parlé en sous-salle, qui du coup voilà, permettent d'aller de l'avant et de plutôt rentrer dans une démarche d'espérance avec l'idée que effectivement en fait c'est un petit peu un cheminement de conversion finalement de passer enfin de ces ténèbres à cette lumière en y voyant quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Et du coup, notamment sur les 2 ans, dans la démarche spirituelle, il y avait aussi du coup la question de la contemplation. C'est aussi une manière de pouvoir vraiment, j'allais dire, répondre aux clameurs de la terre, c'est d'être capable de voir aussi et de voilà, contempler, de s'émerveiller de la merveille que Dieu nous donne dans la création. Et que à travers les différentes choses qui sont vécues, eh bien, les jeunes puissent eux-mêmes aussi relire et voir la trace de Dieu. Il y a une belle phrase que j'aime beaucoup, je trouve, qui résume ça, mais qui dit si tu sais voir la terre, tu verras la trace de Dieu. Si tu sais voir tes frères, tu verras la face de Dieu. Et du coup, dans cette idée-là, c'était vraiment de leur permettre de pouvoir agir effectivement, comme c'est dit, pour répondre à l'éco-anxiété par l'action durant notamment ce rassemblement. Et du coup, dans ce rassemblement, comme Anne l'a introduit tout à l'heure, du coup, il y avait 2 phases. Une première où les jeunes étaient un petit peu partout en France, où ils étaient justement pour le coup dans des camps où ils étaient en partenariat avec des partenaires sociaux et environnementaux. Et puis après, donc la phase de rassemblement tous ensemble, voilà, à la fin du mois de juillet. En tout cas, ces 2 phases faisaient partie du rassemblement, leur permettaient aussi d'être préparés à ce qu'ils allaient vivre, tous ensemble. Et dans cette démarche-là, effectivement, pour pouvoir aussi, j'allais dire, parler aux jeunes et leur parler aussi, du coup, de la démarche jubilaire autour de la question de l'espérance, nous avons repris le personnage de Luce, qui est du coup, le personnage qui a été créé, par, le Vatican pour l'année jubilaire sur le thème de l'espérance et de fait, nous l'avons pris comme personnage, j'allais dire, fictif, pour notre, démarche spirituelle, mais que nous avons pu rencontrer, j'allais dire, en vrai aussi, sur le rassemblement parce que comme Anne l'a décrit tout à l'heure, effectivement, j'ai pris, le rôle de Luce, avec des cheveux bleus, un ciré jaune, des bottes vertes et avec joie de pouvoir cheminer comme elle dans l'espérance. Alors justement, du coup, en tout cas, l'histoire qu'on a pu inventer, pour le coup, cette mascotte qui, a priori, n'a pas d'histoire en tant que telle, mais parce qu'on voulait aussi qu'elle puisse être un peu inspirante pour les jeunes, eh bien, nous sommes partis enfin voilà, du fait que Luce, du coup, était une jeune ado, qu'elle partait de chez elle car elle avait mal à la terre, et que ses parents ne semblent pas forcément la comprendre. Et donc, elle s'en va de chez elle, alors en accord avec ses parents, mais avec l'envie, pour le coup, comme on l'a dit, d'agir pour pouvoir vraiment changer les choses, parce que là, en tout cas, tu es plutôt dans une démarche anxieuse. Et en route, en fait, elle voilà, rencontre un endroit qui se trouve être un écolieu qui s'appelle la Rose des Vents. Et dans cet endroit, il y a 2 personnes qu'elle trouve pour le coup hyper cool, hyper chouette, très inspirantes, qui s'appellent Francesco et Teresa. Alors peut-être, voilà, nous pourrons reconnaître certains noms. Voilà, l'enjeu était de permettre aussi aux jeunes de pouvoir rencontrer des personnes avec des figures fictives contemporaines, mais que voilà, qui était largement inspiré de saint François d'Assise et de mère Teresa, sachant que du coup, effectivement, Francesco incarnait le lien avec la nature et notamment sur cette question de la contemplation. Et puis Teresa, quant à elle, incarnait le lien aux pauvres et dans toutes ses formes, en rappelant que effectivement la pauvreté elle se situe dans la question matérielle, mais aussi sur la question de l'isolement, de la pauvreté sociale, la pauvreté spirituelle aussi, quand on perd un peu le sens.
Et du coup, en fait, au fur et à mesure, voilà, il y avait des temps spirituels où les jeunes pouvaient découvrir l'histoire de Luce, sa rencontre avec Francesco, Teresa et les différentes personnes qui habitent dans cet écolieu de la Rose des Vents. Et du coup, au fur et à mesure, du coup, de son passage dans la Rose des Vents, vraiment Luce, en fait, se sent un peu vraiment inspirée et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment un lieu où elle se dit qu'elle a envie de pouvoir s'impliquer. Et de ce fait-là, voilà, Francesco et Teresa lui donnent des responsabilités. Il y avait aussi cette dimension-là de pouvoir agir en étant responsabilisé et de permettre voilà, aussi aux jeunes de réaliser que la responsabilisation, c'est aussi voilà, quelque chose qu'on essaye de leur faire vivre dans le scoutisme et leur permettre d'être eux-mêmes voilà, acteurs et actifs sur la question. Et de ce fait-là, une fois que Francesco et Teresa, du coup, lui proposent de prendre la responsabilité de l'accueil de la Rose des Vents, alors là, Luce a envoyé un message à tous ses amis pour dire « Ah, mais il faut venir me voir, c'est un endroit incroyable ». Il se trouve que du coup, ça correspondait à l'espace spirituel de la phase centralisée du rassemblement clameur à Jambille. Et donc, cette Rose des Vents se trouve était en plus un bateau volant parce que nous étions dans l'imaginaire du ciel et que du coup, les jeunes se retrouvaient sur ce bateau volant. En tout cas, ce qu'on a pu vivre, c'était effectivement un lieu, du coup, qui était un écolieu et donc non pas de base vendu comme un espace spirituel, mais pour le coup un lieu où vraiment ils ont pu cheminer spirituellement comme un lieu de première annonce. Et du coup, sur cette phase centralisée, sur la Rose des Vents, comme je vous l'ai dit, nous avons eu l'occasion aussi de construire du coup un bateau, voilà, qu'on a vraiment voulu, voilà, de la poupe à la proue. Et que du coup, dans ce bateau volant, eh bien, il puisse y avoir pas mal de sous-espaces et qui soient les sous-espaces qui correspondaient à notre écolieu, qui était la Rose des Vents. Et du coup, voilà, il y avait différents sous-espaces, notamment du coup la maison commune qui permettait d'accueillir chacun des participants. C'était un endroit où du coup ils pouvaient un petit peu mesurer quels étaient les différents espaces qu'il y avait dans la Rose des Vents. Et puis nous avons eu la chance d'accueillir différents partenaires aussi qui ont pu discuter avec les jeunes et c'était aussi du coup un lieu où ils ont pu découvrir aussi, j'allais dire, dans la dimension spirituelle, parce que ça restait donc l'espace spirituel, mais du coup, des témoignages de la DCC notamment, mais aussi de gens de mouvements interreligieux. Euh, voilà, des lieux d'espace et, enfin, un espace, pardon, de rencontre et de partage avec des partenaires. Il y avait aussi un autre espace qu'on a appelé le foyer, qui était un café-bibliothèque. Et c'était un endroit, effectivement, où les jeunes, à la base, pouvaient être tentés de pouvoir partager une citronnade, surtout qu'il faisait assez chaud. Mais du coup, c'était aussi l'occasion de pouvoir discuter de différentes questions spirituelles et notamment sur comment répondre aux clameurs de la terre, aux clameurs des pauvres. Voilà, ça a été un endroit aussi voilà, de partage de temps spirituel et autour de différents outils. Et puis, sur la Rose des Vents, comme Anne l'a dit, ce qui était assez marquant, c'est que en fait, voilà, c'était un lieu qui était ouvert pendant tout le rassemblement, de 9h à 19h, et du coup, auquel les jeunes étaient invités à venir, mais ça ne faisait pas partie du programme du rassemblement, il n'y avait pas d'obligation de venir, mais pour le coup, il y avait du passage de façon vraiment permanente. Il y avait des gens tout le temps et plein de jeunes notamment, du coup, comme je l'ai dit, qui n'étaient pas forcément convaincus, mais en tout cas qui venaient chercher quelque chose et qui étaient attirés aussi par cet espace qui donnait envie et qui pouvait questionner. Et du coup, pour revenir sur la question de l'action, ce qu'on a cherché à faire aussi, c'est de leur permettre d'avoir un vrai lieu pour confectionner des choses. Et du coup, on avait au sein de notre bateau volant une salle des machines. Et du coup, dans cette salle des machines, c'était un lieu, pour le coup, vraiment avec du concret. Et notamment, dans le concret, on leur a fait faire des diseniers. C'était des diseniers Laudato Si. Et ces diseniers, du coup,
enfin voilà, typiquement, on avait pas mal de jeunes qui arrivaient en demandant et en disant: il paraît qu'on fait des bracelets ici». Et du coup, bah, voilà, ça nous permettait de réexpliquer un petit peu, voilà, dire: «Non, ce ne sont pas des bracelets, ce sont des diseniers, est-ce que tu sais ce que c'est?» Et comme j'ai dit, en fait, on a vraiment pu, j'allais dire, expérimenter au sein de la Rose des Vents un vrai lieu de première annonce, parce que voilà, ils étaient nombreux à pas forcément savoir ce que c'était et puis à savoir évidemment comment s'en servir et puis même, pas forcément connaître, la prière du «Je vous salue Marie» ou même le sens, d'un signe de croix, pourquoi est-ce qu'on fait un signe de croix? Qu'est-ce que enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? En quoi on croit. Et du coup, bah, en fait, c'était vraiment très fort, comme lieu parce que, voilà, on avait beaucoup de jeunes qui venaient pour le côté un peu pratique de mettre des perles, sur du fil, et en fait, c'était vraiment un lieu, j'allais dire, d'espace de enfin, un espace de rencontre, de partage, de découverte, de Dieu, à travers ce petit geste et puis parce que du coup, effectivement, ces diseniers étaient, Laudato aussi, on avait aussi des petits cartons pour leur permettre à chaque Je vous salue Marie de pouvoir, aussi, bah, voilà, méditer et identifier, des sujets, et leur permettre aussi de porter ça dans leur prière. Il y avait aussi du coup, comme je vous l'avais mis, dans la slide, précédente, mais on leur a fait écrire aussi, comme ce sont des fanions de prière, comme, j'allais dire dans l'Himalaya, on voit des fanions de prière qui volent au vent. C'était un petit peu l'enjeu aussi sur, la Rose des Vents qui était un bateau volant, de pouvoir faire monter des fanions de prière vers le ciel et de ce fait-là, ils étaient aussi très nombreux, à rédiger, enfin voilà, des prières sur les fanions de prière. Pareil, comme je dis, c'est une première annonce, donc pour certains, on disait: «Vous pouvez juste écrire un prénom ou faire un dessin, quelque chose que vous portez» et en fait, ils ont été quand même très, très, très nombreux à, bah, déjà, à participer à cette démarche-là, mais en plus, certains à vraiment écrire beaucoup de choses qui leur tenaient à cœur et beaucoup de belles prières, ont pu sortir, de cette action-là. Voilà, on leur a permis aussi d'écrire des lettres à eux-mêmes pour leur permettre aussi de pouvoir, voir, quelles étaient, voilà, leurs convictions, leurs intentions et pouvoir voir, leur cheminement, depuis, ce qu'ils ont vécu, cet été. Alors en plus de la salle des machines et du coup de ce que je vous ai décrit avant, le foyer et la maison commune, il y avait aussi un lieu qui était, pensé comme l'auditorium. Donc c'était un espace permettant le chant, la louange et cetera. Sachant que nous, on l'avait prévu avec des instruments à disposition, des partitions et évidemment, des partitions et des chants qu'on avait, j'allais dire présélectionnés à l'avance, qui n'étaient que des chants de louange, en tout cas qui étaient des chants, voilà de prière et ce qui était assez chouette à voir aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, peut-être plus pour la dimension musicale, à la base et même certains dire: «Ah mais il y a que ça comme, chants qui sont proposés» et en disant: «Bah oui, en fait, nous sommes sur la Rose des Vents et puis, on en profite» et on a en fait, de nombreux jeunes qui sont venus, revenus et re-revenus. Alors beaucoup qui aimaient faire de la musique, mais certains qui en fait sont ressortis de là aussi en disant: «Mais en fait, c'est trop bien de pouvoir faire ça ensemble, avec plusieurs instruments et de pouvoir, bah, voilà, faire monter la louange, auprès du Seigneur et certains assez nombreux, en sortant de ces 4 jours sur la Rose des Vents et qui disaient: «Ah mais j'ai très envie de rejoindre ma paroisse pour pouvoir, animer, voilà, aussi la musique, voilà, dans ma paroisse». Donc c'était assez beau à voir aussi ce cheminement, vers la louange. Et puis du coup dans les derniers, j'allais dire espaces un petit peu importants dans la Rose des Vents, il y avait, du coup, ce on a appelé notre exposition, de figures de proue. On trouvait ça assez chouette que ça soit, du coup, eux qui soient vraiment à la tête de notre bateau et qui nous mènent, vers le ciel et c'était une exposition de figures de saints où on avait un petit peu identifié des garçons et des filles et des gens un petit peu inspirants
important pour nos jeunes, avec la question de comment chacun ou chacune a pu répondre aux clameurs de la terre et des pauvres, et avec un système aussi pour parler aux jeunes de maintenant, avec une morning routine. Quels sont mes petits gestes de sainteté qui font que bah voilà, ça peut être inspirant pour nos jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes poser aussi ces gestes de sainteté en répondant aux clameurs de la terre et des pauvres. Ils sont réellement à la suite du Christ. Et puis voilà, je vais terminer sur le lieu que du coup Anne a décrit également. Il y avait du coup notre bateau volant du coup était amarré vers du coup l'oratoire du ciel. Alors j'ai pas forcément mis de photo là exactement, mais du coup il y avait une petite chapelle juste à côté qui était toujours bien remplie de beaucoup de jeunes pour permettre aussi du coup à chacun de pouvoir, j'allais dire en plus des choses communes partagées, de pouvoir également voilà, se tourner vers le Seigneur. Et nous avions aussi Jésus dans notre bateau, au milieu de notre bateau, à travers cette croix que vous voyez sur la photo. Voilà un petit peu pour les différents éléments de ce qu'on a pu vivre sur la Rose des Vents. Merci beaucoup, Louise. J'ai juste deux petites anecdotes ou deux petites choses. Le disonnier dont Louise parlait, en fait, ça a été préparé avec l'aumônier national des pionniers Caravelle à partir du chapelet Laudato Si, donc que les animateurs connaissent bien. Donc c'est la version disonnier du chapelet Laudato Si. Je vous ai des petites cartes. Je vais départager l'écran comme ça, je pourrais Oui, peut-être vous montrer. Voilà. Hop, du coup, voilà. Donc, j'en ai et il faut que j'ai récupéré la version PDF que je pourrais vous envoyer. Et c'est le chapelet Laudato Si sous forme de une phrase du cantique, un geste, une phrase du cantique, un geste. Et on a eu des jeunes qui sont partis avec ça. Enfin, c'était effectivement assez fou de voir ça. Enfin, il y a un moment qui nous a tous marqués. C'est des jeunes qui ont été emmenés par quelqu'un qui était venu pour faire, à la base, pour faire un disonnier. Et je discutais avec lui, c'était un adulte, et lui, il s'occupe du matériel dans son groupe. Il disait, mais tu sais, je me demande si je devrais pas devenir Cléophas pour m'occuper de la partie spirituelle. Il y avait des jeunes qui étaient là, qui avaient fini leur dîner. Je lui dis, bah, est-ce que tu veux les emmener pour faire un temps de prière? Ils ont dû passer peut-être 40 minutes à discuter ensemble. C'était incroyable. Ça a commencé, il s'est rendu compte que les jeunes ne connaissaient pas le signe de croix, donc ils sont partis, ils ont eu des discussions, ils sont repartis ravis. Et donc, Louise, je n'ai pas eu l'occasion de te dire, mais je suis allée à une formation avec les scouts et guides de France pour les Cléophas et j'ai retrouvé cet équipier qui maintenant est effectivement Cléophas de son groupe, donc qui est parti dans la démarche spirituelle suite à Clameur. incroyable. Voilà. Super Voilà. Et, témoignage. une autre anecdote à laquelle je pense, il y avait des prêtres qui étaient là pour donner le sacrement de réconciliation à ceux qui le souhaitaient, et il y avait des jeunes tout le temps. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui sont passés. Et à un moment donné, je vois des jeunes je discutais avec un des prêtres en marge de ça, et je vois des jeunes qui vont à cette chapelle-là faire un temps de prière, et je dis, ah ben, tu vois, ils font, enfin, visiblement, ils se retrouvent là pour faire la promesse scout. Et là, le prêtre qui était avec moi me dit, mais regarde, ils ont emmené un prêtre avec eux pour qu'il les aide à faire leur temps de prière. Et donc, ils étaient allés chercher un prêtre à 6 ou 7 pour vivre un temps avec lui. Et c'était un peu sur cette mode un peu spontané. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions déjà, ou est-ce que sinon, moi j'ai prévu des questions pour lancer, mais je vois qu'Eric, t'es prêt, Ouais, moi, vas-y. j'avais une question. Merci Louise pour ton témoignage. Qu'est-ce qui, d'après toi, était l'animation la plus efficace ou la plus utile ou la plus appréciée des jeunes? Qu'est-ce qui a le mieux marché, si on peut parler comme ça? Alors, c'est difficile à dire parce que justement, enfin, là, il y avait une chose qui me venait en tête et après, je me suis dit, mais en fait, il y avait vraiment des jeunes partout. Je dis ça juste aussi parce que du coup, c'est là où je trouvais que la force du lieu, c'était aussi qu'il y avait des propositions qui étaient très différentes et que en fait, on a des jeunes qui, en fait, ont des aspirations qui sont différentes parce qu'ils, voilà, ils ont chacun un chemin individuel assez différent. Et donc, ce que j'aurais répondu, je pense plus naturellement, c'est effectivement la confection des disonniers, parce que il y a le côté, on est vraiment
en train de faire quelque chose, c'est de l'action concrète, et en même temps, on est bien enfin voilà, comme on est en train de on se concentre sur la chose, c'est aussi un lieu de vraiment de partage et de discussion, en même temps, et de pouvoir, du coup, j'allais dire, témoigner et sensibiliser, sur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de porter comme démarche quand on est en train de créer un disonnier. C'était enfin voilà, quelque chose, je pense, qui a vraiment beaucoup touché les jeunes et beaucoup marqué, dans le fait en fait, c'est aussi déjà prier que de créer ce disonnier ensemble et en plus de pouvoir prier ensemble, derrière. Mais voilà, je serais désolée de me dire qu'en fait, il y avait que ça parce que comme je l'ai dit, il y avait du monde partout et il y avait ceux qui étaient un peu plus, attirés par la question musicale, et puis, voilà, d'autres sur, la partie, vraiment, discussion, et partage de temps spirituel. Bon alors c'était avec la citronnade qui attirait pas mal aussi. Mais du coup, voilà, de pouvoir partager un verre, mais enfin voilà, un verre qui nous permet quand même d'échanger ensemble, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, sur le disonnier, j'ai pas pensé à le dire, mais on a eu ce que tu appelles des audacieux, donc des jeunes en situation de handicap mental qui sont venus pour fabriquer ces disonniers. Ça a généré des échanges avec les jeunes, les ados qui étaient assez géniaux, quoi. Ils sont nombreux aussi à avoir, du coup, pu dessiner justement sur les fanions de prière. Ça aussi, ça a vraiment très très bien marché. Bon, voilà, il y a un peu du concret, mais le fait de voir aussi les prières, s'élever vers le ciel, pour le coup, c'était enfin, visuellement, je pense que pour les jeunes, ça parlait beaucoup aussi de, on s'arrête, en fait, c'est important, ça vient du cœur de chacun. Enfin, parce qu'en plus, on marquait le coup quand on faisait monter une guirlande de fanions de prière, en fait, tout s'arrêtait sur la Rose des Vents. Voilà, on sonnait la cloche qui était à côté, enfin voilà, on continuait la musique de louange pour vraiment faire monter les prières des jeunes vers le ciel. Et ça, c'était très marquant aussi comme étape. Sylvette. Oui, je me dis que euh, un tel rassemblement avec ces trouvailles d'activités et de lieux, combien de temps ça vous a pris pour le concevoir et le réaliser par la suite? Et est-ce que c'est venu de différentes régions? Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé, si c'est en chapitre, si c'est, je ne sais pas, mais j'imagine bien que de toute la France, hein, il y a eu des gens qui se sont chargés de telle chose. J'aimerais bien t'entendre parler de cette organisation et ce travail de fourmi qui, qui a donné ce fruit-là. Merci. Alors, l'organisation du rassemblement lui-même, parce que là, j'ai parlé de la Rose des Vents, qui est l'espace spirituel. Effectivement, c'était du coup un gros travail qui a duré pendant 2 ans. Et je crois que, en tout cas, sur la partie voilà, de préparation, il y avait environ 1000 bénévoles qui étaient dans l'organisation sur les 2 ans. Sur la partie juste l'espace spirituel, pour le coup, donc on a travaillé pendant 1 an, et on était une équipe d'une dizaine de bénévoles. Et pour le coup, justement, ça a été enfin voilà, une attention particulière de pouvoir recruter du coup des membres du mouvement des Scouts et Guides de France, venant de toute la France, pour aussi avoir des représentations, voilà, des différentes régions et aussi la connaissance du coup enfin je veux dire du terrain et du besoin et des attentes des jeunes. Et donc là pour le coup voilà, ça s'est fait un petit peu sur enfin la question du réseau et d'identifier qui serait partant pour se mobiliser sur cet espace-là, sur la dimension spirituelle. Et donc ça, voilà, on a travaillé pendant 1 an, mais à raison d'une réunion en visio 1 fois par mois ensemble. Et puis, j'allais dire
une préparation en sous-commission pour justement les différents espaces de la Rose des Vents. On avait certains qui travaillaient sur une partie, d'autres sur une autre partie, et du coup, on était, mon mari et moi, responsables de la commission et en charge du coup de centraliser, enfin voilà, d'accompagner, de s'assurer que tout ça puisse continuer à être cohérent et être prêt pour le moment donné. Voilà. Marie-Odile qui a Merci. levé la main. Oui, Louise, merci pour ce témoignage. Je voulais vous demander ce qui était prévu en 2026. Est-ce qu'il y a un événement de prévu? Alors, pas un événement en tant que tel, parce qu'effectivement, un rassemblement comme ça, évidemment, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à tout le monde pour le rassemblement en tant que tel. En revanche, du coup, ce qui est prévu, c'est que effectivement, les choses ne s'arrêtent pas au rassemblement et que les différentes choses qui ont pu être vécues par les jeunes durant la première année et durant le rassemblement puissent être, pour le coup, transmis, j'allais dire, témoignées aussi sur la deuxième année. Et donc, ce qui est prévu en 2026, c'est non pas de façon centralisée tous au même endroit, mais que justement, localement, tous les jeunes qui ont pu vivre et la démarche et le rassemblement puissent justement, j'allais dire, diffuser, témoigner, continuer aussi les défis et rayonner justement à l'échelon local là où ils sont. Donc vraiment, voilà, pour répondre, de demander de témoigner de leur engagement dans Clameur, je pense que c'est vraiment une bonne idée et c'est vraiment complètement en lien, quoi. Ah, Voilà. super. Merci. Véronique. Oui, bah, en fait, c'était à peu près la même question que Marie-Odile. Et moi, j'avais entendu effectivement parler que l'année suivante, il y avait cette invitation à témoigner. Nous, sur notre diocèse, moi, je suis dans le diocèse d'Évry et on est en train de monter, moi, je suis dans le service diocésain des solidarités et de l'écologie. Et on est en train de monter un festival des solidarités et de l'écologie au mois d'avril. Et on a appelé un peu les membres des Scouts et Guides de France à participer avec nous à l'organisation de ce festival. Mais on voyait pas trop comment faire venir justement alors c'est les pionniers les caravelles, d'après ce que j'ai compris, les compagnons. Comment est-ce que, bah, du coup, vous avez peut-être vous des idées, comment est-ce qu'on peut les associer à ce festival? Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander de faire ou proposer de faire ou... Du coup, j'en profite. Ouais, effectivement, c'est intéressant d'essayer de leur demander à eux, Oui, dans le sens, à eux directement, dans le sens où, en plus, comme c'est une tranche d'âge où on cherche, ouais, à partir de 14 ans, 14 ans, que ça soit vraiment aussi des projets où ce n'est pas des projets qui sont un peu réfléchis par les adultes et qui après leur sont imposés, mais plutôt qu'est-ce que eux souhaitent faire. Et en fait, c'est assez fou de voir que quand on demande directement aux jeunes et qu'on leur propose en fait de participer à un événement, et d'autant plus sur cette thématique qui est vraiment dans la démarche clameur, dans lequel pour le coup le mouvement globalement essaye de s'insérer et les jeunes aussi, en fait eux-mêmes peuvent être force de proposition. Et en fait, globalement, le plus possible, ça viendra d'eux. Le plus possible, ils seront en fait motivés motivé. pour pouvoir y participer. Voilà. Merci beaucoup. Bah après, peut-être pour compléter un peu par rapport à Ouais. ce que je vois en diocèse, parfois les scouts ont l'habitude d'être invités pour rendre un service du type faire une garderie Oui, pendant un événement ou une chose comme ça. Et là, ça serait vraiment intéressant qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vécu et qu'ils soient dans une autre posture, plus de témoins ou peut-être d'animer quelque chose pour des adultes. Enfin, ça peut être des choses. À Clameur, il y avait des jeunes qui animaient quelque chose autour de la durée de vie des déchets, avec un quiz. Enfin, moi, je les avais arrêtés comme ça. Je sais plus où j'allais. Donc, il y avait des questions, c'était très ludique. Enfin, ça peut être des choses voilà, où effectivement, ils sortent de cadres où on les attend d'habitude et ah où oui, ils sont oui. peut-être très installés au niveau des diocèses, quoi. Oui, oui, moi je voulais surtout pas les cantonner à justement Mm. ce genre de service parce qu'effectivement, bon voilà, mais pour en avoir fait beaucoup, je suis bien. Mm. Mais voilà, Mais merci. ils font ça bien, la garderie et le, Oui, ils font oui, ça mais bien. voilà, ils peuvent aussi faire Voilà. d'autres choses et je pense Voilà, que c'est ils aussi sont mettre venus leur sur notre diocèse, talent.
Ils avaient servi le repas et fait la vaisselle. Il paraît que la vaisselle diocésaine n'a jamais été aussi propre. Ils appellent pas ça une petite équipe de France. Mais Et voilà. je Donc trouve ils que savent le faire, mais voilà, Voilà. ils sont Mais aussi voilà, c'est heureux de je trouve pouvoir. que quand on fait un service aussi, c'est aussi important, voilà, que ça fasse aussi grandir la personne. C'est un mouvement d'éducation. Enfin voilà, on est aussi, c'est pas juste des larbins pour se décharger sur disons d'autres qu'il y a, choses. il y a Je un, trouve il y que a un proposer côté une de activité, c'est. je pense qu'il y a un Merci. côté de témoignage qui peut être vraiment intéressant. Voilà. Alors, Ouais. il y a Jean-Pierre ensuite qui avait une question. Oui, je me rappelle que le pape Léon avait envoyé un message justement lors Mhm. justement de ce festival Clameur et je voulais poser la question à Louise si vous l'avez reçu, je me rappelle plus si au moment du calendrier vous l'avez eu en direct le message et comment ça a été reçu, si ça a fait une émulation aux jeunes que tu disais qui étaient un peu en chemin, en route dans leur foi, quoi, et si ça, comment que ça a été ressenti, je sais pas. Eh bah complètement. Pour le coup, alors voilà, on a eu la joie parce que là, on vous a parlé de l'espace de la Rose des Vents, mais voilà, une des forces un petit peu spirituelles aussi du rassemblement, c'est que du coup, on a eu la joie d'avoir une célébration tous ensemble à 20 000, qui était une célébration enfin, du sacrement de la confirmation. Et du coup, c'était une veillée où 60 jeunes du mouvement ont reçu le sacrement de la confirmation, pour le coup, devant les 20 000 autres jeunes. Et là, je vais dire aussi en termes de rayonnement, avec enfin l'idée que voilà, on a beaucoup de jeunes qui sont pas forcément, en tout cas, dans un cadre religieux chez eux. Là, c'était enfin voilà, vraiment un moment très fort partagé. Et c'était dans ce cadre-là que du coup, enfin, il y avait Monseigneur Lagada, qui est l'évêque accompagnateur des mouvements, enfin voilà, venait célébrer notamment aussi, voilà, pour le sacrement de la confirmation, et qui nous a lu cette lettre du pape Léon. Et pour le coup, oui, il y a eu un côté, je pense, incroyable. Enfin, je pense que les jeunes étaient sidérés de se dire, ah bah en fait, enfin, le pape Léon XIV nous a vraiment écrit à nous personnellement, et en plus, vu j'allais dire la longueur de la lettre, c'était une réponse à tous les points justement enfin voilà, de la démarche clameur, du rassemblement, etc. Et donc il y avait vraiment quelque chose enfin oui, j'allais dire, ils étaient sidérés, ébahis, émerveillés, parce que bah en fait ils se sont sentis aussi pris en considération, parce que c'est quand même une belle considération que d'avoir une lettre personnelle venant du pape pour eux à cette occasion. Et donc, enfin, ça a été aussi vraiment un moment très très fort et phare, je pense, du rassemblement sur la question spirituelle. Ouais. Il y a Aline qui lève la main. Oui, euh, je suis une ancienne cheftaine donc des Scouts et Guides, donc ça me touche ce partage. Euh, mais je voulais vous demander aujourd'hui euh, comment vous avez senti, comment vous sentez cette tranche d'âge-là par rapport à voilà la clameur de la terre et des pauvres, par rapport à l'écologie intégrale. Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel chez eux? Ou est-ce qu'ils ont quand même besoin que les adultes leur donnent de la nourriture? Ou est-ce que mais c'est comme nous les adultes, c'est très disparate en fait dans l'église ou voilà. Enfin, Alors, je pense qu'effectivement, ça reste un peu disparate. J'ai l'impression quand même que suivant le cadre dans lequel ils se trouvent, ils sont plus ou moins, du coup, forcément sensibilisés à la question, et du coup, plus ou moins attentifs. Je dis ça parce que, pour le coup, bah voilà, là, on parle de jeunes qui, voilà, à partir de 14 ans, mais beaucoup, en tout cas, ont pu grandir dans le mouvement, et donc, du coup, ont pu y être un petit peu plus jeunes. Et pour le coup, le mouvement Scout et Guide de France, enfin, est quand même très orienté sur cette question, en tout cas environnementale, et depuis des années. C'était avant la démarche clameur, mais aussi dans différentes résolutions, et enfin voilà, différentes choses, et notamment dans l'axe habiter autrement la planète. Et donc, pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de jeunes qui grandissent avec cette question-là, et qui bah,
enfin, souhaitent vraiment pouvoir se mobiliser sur la question et sont, j'allais dire, actifs sur la question environnementale et avec l'envie, pour le coup, de aussi se mobiliser sur la question sociale, mais avec parfois plus de difficultés. Je dis parfois plus de difficultés parce que typiquement, donc c'était l'enjeu, hein, clameur d'avoir bien ces deux dimensions-là, mais même en termes de partenariat, du coup, enfin, voilà, on trouve un peu plus facilement des partenaires sur la question de répondre aux clameurs de la terre que sur répondre aux clameurs des pauvres. Je parle plutôt des partenaires habituels avec les Scouts et Guides de France. Mais avec un peu l'idée que du coup, justement, autant voilà, la question environnementale peut être vraiment ancrée voilà, dans leur gène scout, si on veut. Autant la question sociale, ils se rendent compte qu'il y a un besoin, mais qu'il y a encore, enfin voilà, il y a encore du chemin à faire pour, enfin j'allais dire, pour réussir à savoir, j'allais dire, comment s'y prendre ou le faire autant, j'allais dire, que la question environnementale. Voilà, sur la question d'écologie intégrale. Merci. Oui. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je garde quand même un œil sur l'heure parce que je voulais faire une partie sur la COP qui va être. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours un peu écourté quand il y a quelqu'un qui vient témoigner parce qu'on a envie de profiter un maximum de la personne. Et j'aimerais bien te poser une question pour conclure, Louise, sur voilà, toi en tant que scout et à travers ce que tu vis dans le scoutisme, qu'est-ce qui te donne de l'espérance? Alors, du coup, je dirais justement, ce qui me donne de l'espérance, c'est vraiment l'idée que, enfin voilà, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette question de l'exco-anxiété à l'espérance comme un chemin de conversion. Mais c'est justement l'idée que au sein du mouvement, on vit cette sobriété heureuse de façon heureuse, justement, et que on ne le fait pas de façon un petit peu forcée parce que justement on court à la catastrophe et que du coup il va falloir vivre cette sobriété pour bah, du coup survivre, mais au contraire, j'allais dire, ce qui pousse finalement, c'est peut-être la joie de vivre cette sobriété ensemble et du coup, bah, forcément, c'est une joie qui mène à l'espérance. Dans l'idée que l'action va être quelque chose de collectif, de commun et qui va être bien vécu et non pas enfin, voilà, pour répondre à une situation angoissante. Je sais pas si ça répond très bien à la question, mais... C'est intéressant parce que c'est aussi une manière de dire que c'est des choses qui se vivent en fait. C'est pas quelque chose de théorique. Moi, Oui. je sens que c'est quelque chose qui est très vécu et c'est dans les moments vécus et notamment à travers le scoutisme avec tout le lien avec la nature, avec une vie simple, le fait que ils ont pas leur téléphone pendant les camps et voilà, donc ils vivent autrement dans les relations, dans une attention à l'autre. Je pense que c'est finalement de manière très incarnée que ça se vit tout ça. Il y a une vraie joie partagée, et vraiment, et en Mm. particulier oui, dans des moments forts comme celui-ci. On peut dire qu'ils étaient particulièrement joyeux et depuis le début jusqu'à la fin, ils sont repartis fatigués, mais je pense bien joyeux aussi. Oui, bien sûr, ouais, Voilà. avec l'idée de la diffusion. Mais merci beaucoup. Je vais passer à ma partie sur la COP parce que je voudrais quand même en parler un petit peu de ce retour sur la COP. Alors, on n'est pas, enfin, je sais, d'habitude, on est très centré sur Noël, là, quand on est sur le mois de décembre, et là, on est peut-être sur des sujets un peu autres, mais je me dis qu'il y a quelque chose de cette lumière de l'avant qu'on retrouve là-dedans aussi. Voilà. Alors, je vous ai préparé quelque chose sur la COP, et on prendra un petit temps de questions après. C'est pas une présentation exhaustive de tout ce qui s'est passé sur la COP, voilà, mais ça me paraissait intéressant de revenir dessus. En commençant par voilà, ce que j'ai appelé la COP institutionnelle, voilà ce qu'on a vu sur Donc déjà, je vais vous envoyer les planches après, comme d'habitude. Il y a une interview qui a été publiée dans La Croix de Valérie Masson-Delmotte et d'une journaliste de La Croix dont j'ai pas retenu le nom, malheureusement, voilà, mais qui était sur place à Belém et qui
analyse vraiment, qui donne le contexte, c'est extrêmement intéressant. Donc j'ai essayé de repartir de ça pour donner quelques éléments. Bon, alors cette COP, elle était donc du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil, dans la forêt amazonienne. C'est pas anodin que c'était dans la forêt amazonienne, parce qu'on a beaucoup parlé avant des problèmes d'organisation, voilà, de couchage, voilà, c'était très compliqué à organiser. Et en fait, quand on lit des témoignages de gens qui ont été là-bas, c'est tout d'un coup un contexte dont ils n'ont pas du tout l'habitude. Il fait chaud, il y a des pluies torrentielles d'un coup, voilà, les conditions, enfin ça peut s'inonder, il y a eu un incendie à un moment donné, enfin donc il y a cette espèce de truc de la clameur de la terre là qu'on entend, et c'était Lorna Gold, la directrice exécutive du mouvement Laudato Si, qui était là-bas, et qui disait le premier jour, à un moment donné, il y avait une présentation, ils ont dû s'arrêter de parler parce qu'il y avait un orage et la pluie faisait énormément de bruit. Et c'était comme si tout d'un coup, la clameur de la terre leur imposait vraiment de s'arrêter pour l'écouter. Il y a une question d'une expérience qui a été vécue là-bas. Je ne sais pas comment les négociateurs en sont revenus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit beaucoup les décaler aussi dans leur manière de voir les choses. C'était un rendez-vous important parce que tous les 5 ans, les pays doivent déposer leur plan d'action, en fait, celles qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Comme vous le savez, ça a été extrêmement compliqué d'avoir ces contributions déterminées au niveau national, notamment au niveau de l'Union européenne. Voilà, on a envoyé des lettres pour interpeller les députés, pour le président de la République, pour la ministre de l'Environnement. Voilà, c'est sorti, mais c'est sorti très tard. Ça a été assez difficile. Et il y avait ce contexte en disant comment ça va se passer sans les États-Unis, donc avec beaucoup d'incertitudes. Je parlais des contributions déterminées au niveau national, donc il y avait, la veille de la COP, à peine 70 pays qui avaient déposé leurs contributions. La Chine l'a posé pendant la COP, me semble-t-il, et au niveau de l'Europe, l'Europe est restée sur quelque chose qui était une fourchette, qui n'était pas extrêmement précis, donc on ne savait pas exactement les engagements. Et vous avez sans doute entendu parler des confusions qui ont régné dans les dernières heures parce que les négociations ont pris du retard comme d'habitude. Les gens ne pouvaient pas rester forcément sur place pour aussi des questions de logement, d'organisation. Il y a eu cet incendie qui a fait perdre quelques heures. Et au moment de la lecture du texte final, il y a des pays qui se sont exprimés en disant mais nous on n'a pas donné notre accord sur ça, ce qui a créé certaines confusions, et ils ont fait un temps de suspension, ils ont discuté à huis clos et ils sont revenus en disant bah si finalement ce sera cet accord-là. Donc c'était quelque chose de très, enfin à la fin, moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir des retours sur les résultats de la COP, parce que je guettais dans la presse, et puis finalement j'ai fini par comprendre que c'est parce que c'était pas très clair en fait comment ça s'était fini, sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Enfin, ça a créé une impression quand même un petit peu particulière, et forcément il y a la grosse déception de ne pas avoir eu de mention des énergies fossiles. La mention des fossiles avait été ajoutée à la COP 28, ce qui était quand même assez, enfin, je sais pas si faut dire que c'était étonnant, peut-être que c'était pour ça, mais en tout cas, c'était à Dubaï, dans un pays pétrolier, et c'est là qu'ils ont nommé les énergies fossiles en disant la nécessité de sortir des énergies fossiles. Et là, cette mention n'a pas été reprise, à part une référence à la décision de la COP 28, en disant, comme dit dans la COP 28, et si on va voir dans la COP 28, on voit qu'on mentionne effectivement les fossiles. Donc, tout ça a donné une impression de recul, et c'est vrai que quand on regarde le texte final, il y a ce côté un peu en demi-teinte, en se disant bon, il y a un texte, mais c'est pas forcément ce qu'on espérait. Et en même temps, là, ce qui a été dit aussi, enfin, que vous verrez dans l'interview de Valérie Masson-Delmotte, il y a eu un accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça aurait pu ne pas se faire, et on aurait pu dire voilà, le processus des COP ne fonctionne plus, et les pays n'arrivent plus à parler ensemble. Donc le fait d'avoir quand même quelque chose qui se conclut, c'était déjà quelque part, la COP a résisté à l'absence des États-Unis et à toutes les perturbations qui pouvaient y avoir eu. Donc, je vous dis, dans ce qui a été spécial, il y a le fait que c'était dans la forêt amazonienne, donc ça change, voilà, ça change beaucoup de choses, j'en ai déjà parlé. Aussi, c'est la participation de la société civile. Il y a eu une très grosse mobilisation de la société civile. Ça faisait plusieurs années que les COP étaient dans des pays autoritaires, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité de manifestation dans la rue. Enfin, là, quand c'était en Azerbaïdjan, on comprend que c'était quand même un peu compliqué. Là, il y a eu, ceux qui ont été, et notamment ceux qui sont du mouvement, qui sont allés à la COP, qui nous ont raconté,
Ils ont dit ils ont retrouvé cette mobilisation qu'ils n'avaient pas vue depuis, je crois, Glasgow, avec des gens qui marchent dans la rue. Alors, j'ai pas retrouvé malheureusement le chiffre, il faut que je le retrouve, combien de personnes étaient dans la rue le 15 novembre. Mais ça a été quelque chose de très 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 important. Il y a aussi eu cette délégation des peuples autochtones et des mouvements aussi, des sans-terre ou des gens comme ça, qui sont arrivés en bateau jusqu'à Belém avec une procession de 200 bateaux, donc c'était très très impressionnant. Et donc ceux qui étaient là-bas ont dit combien ils avaient apprécié le fait que la société civile soit représentée de cette manière-là. Et en même temps, il y avait beaucoup de lobbyistes, et notamment on a vu Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui était dans la délégation française, qui paraissait quand même un petit peu surréaliste, pendant que des représentants des peuples autochtones qui manifestaient à l'extérieur du lieu de la COP ont forcé l'entrée et se sont fait refouler. Il y avait une espèce de truc d'enjeu de pouvoir et de qui a la parole, qui était un peu, enfin moi que je trouve un petit peu troublant. Il y avait beaucoup de présence des peuples autochtones aussi, et une grande présence de l'Église. Et ça s'est manifesté à la fois par la présence du Vatican et à la fois par la présence de cardinaux, d'évêques, de mouvements catholiques très variés. Le mouvement Laudato Si était là-bas, mais il y avait aussi, pour la France, le CCFD, le Secours catholique était présent, mais voilà, beaucoup de mouvements internationaux. Et puis cette parole des pays du Sud, qui avait été publié de manière internationale au mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu cette déclaration commune de toutes les conférences des évêques, Afrique, Amérique latine, Asie. Voilà. Et l'Église était là aussi pour porter cette parole des pays du Sud. Et au niveau de la mobilisation, enfin de la présence sur place, c'était aussi la COP où il y a eu le plus de représentation de l'Église par ces différents niveaux entre les évêques, les cardinaux, voilà, le Vatican. Donc, je disais l'importance d'avoir un accord. Alors, dans les points qui ont été mis en avant, il y a le triplement des fonds pour l'adaptation. Alors, c'est un peu compliqué, un peu technique, mais donc, ce que j'ai vu comme explication, c'est que dans les fonds qui sont débloqués pour les pays du Sud, une partie est liée au développement, par exemple, le développement pour des énergies renouvelables, des choses comme ça, et une partie est sur l'adaptation. Et c'était un peu, enfin, la partie adaptation n'était pas suffisamment forte. Donc, du coup, il y avait cette demande d'avoir plus de fonds sur l'adaptation. L'adaptation, c'est tout ce qui va être voilà, je sais pas, adapter des locaux pour se protéger de la chaleur, des aménagements du territoire, peut-être des déplacements de population, enfin, tout ce qui est comment on fait face aux conséquences, sachant que là, il y a le volet dans la COP, le volet réduire l'impact de la crise climatique à travers la réduction des énergies fossiles, s'adapter, et puis ce qu'on appelle les pertes et dommages, donc compenser ce qui ne pourra pas être réparé dans des endroits qui ont perdu les territoires, par exemple, à cause de la montée des eaux, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a eu cette décision de triplement des fonds qui était quand même un peu dans le sens de ce que l'Église poussait, donc ça c'était intéressant. Je vous disais en introduction cette phrase de variation des modes qui m'a frappée, où il disait les COP c'est du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a tout, enfin il disait les gens arrivent, les négociateurs, mais ils ont déjà préparé des choses à l'avance, ils ont déjà revu les documents. Donc il y a une partie de choses qui se jouent dans ces négociations, et il y a tout ce qui se joue autour, parce qu'en fait, dans la COP, enfin, dans ce lieu de la COP, il y a toutes les personnes, mais donc tous ceux de la société civile dont je vous ai parlé, voilà, il y a des scientifiques, il y a des responsables politiques, voilà, c'est extrêmement varié, et toutes ces personnes-là échangent avec beaucoup d'événements qui sont dans les espaces officiels et en marge des espaces officiels, et tout ça, ça crée des collaborations qui vont porter du fruit après. Parce qu'il y a la question de qu'est-ce qu'on décide dans le texte qui est signé conjointement, et aussi la question de quand les gens retournent dans leur pays, qu'est-ce qu'ils vont promouvoir comme politique, qu'est-ce qu'ils vont faire effectivement comme implémentation de ce qui aura été discuté là. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le oui, je l'ai mis après, c'est pas grave, je vais afficher tout maintenant, hop, je reviendrai après, c'est ce côté, effectivement, le travail qui va se poursuivre, parce que il y a eu donc cette non-mention des énergies fossiles dans l'accord final, mais il y a aussi eu 80 pays, dont l'Union européenne, qui ont réclamé jusqu'au bout la mention d'un plan de sortie des fossiles et un travail sur le plan de sortie des fossiles. Donc, ça veut dire que le processus de la COP fait que si certains pays veulent mettre leur veto, ça bloque tout, mais ça veut dire qu'il y a un bloc quand même suffisamment important de pays qui poussent pour véritablement prendre des décisions concrètes. Et ils sont repartis
parti avec cette idée de continuer à travailler sur ce plan dans la perspective de la prochaine COP. Et ce qui était formidable comme concours de circonstances, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, c'est que vous vous souvenez que dans le cadre du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, qui est une démarche internationale qui a été portée par des pays du Sud et notamment des pays du Pacifique au départ, et qui appelle les États à travailler ensemble sur un plan concret de sortie des énergies fossiles dans une dimension de solidaire et d'accès à l'énergie à tous. Donc, dans ce cadre-là, la Colombie avait déjà annoncé faire un sommet en avril sur la sortie des fossiles. Et du coup, il y a ces pays qui veulent travailler sur un plan de sortie des fossiles et la Colombie, rejointe par les Pays-Bas, qui organise justement un sommet dans quelques mois. Donc, sûrement beaucoup de choses intéressantes vont se jouer dans ce sommet, donc à Santa Marta en Colombie. Le mouvement va être aussi se mobiliser par rapport à ça. On est en train de définir comment. Mais avec cette idée que si un groupe de pays suffisamment déterminés, et c'est très significatif que l'Europe soit dans cette direction-là, décide de sortir des fossiles, les autres peuvent le rallier aussi. Et voilà, moi personnellement, alors c'est vraiment mon point de vue, ça ne représente pas, c'est pas représentatif du mouvement, mais moi personnellement, je rêverais qu'il y ait des pays alors que certains continuent à produire du pétrole, qu'il y ait ce changement au niveau d'un certain nombre de pays qui fassent qu'ils en ont plus besoin. Et là, du coup, les autres vont bien être obligés de suivre le mouvement. Donc, le fait d'avoir ce noyau déterminé et qui pousse la décision jusqu'au bout, j'ai trouvé ça vraiment très, très positif. Il y a eu une déclaration aussi finale de l'Église que je vous avais fait suivre, qui a été une grosse déclaration de toutes les organisations qui étaient là-bas, et d'autres qui se sont mises en solidarité, qui a été aussi relayée par le mouvement. Et il y a eu ces contributions déterminées des peuples, donc sur auxquels vous avez contribué aussi, avec cette idée d'être capable de montrer ce qui se passe déjà sur le terrain, et ça rejoint un peu le thème du début sur l'espérance et comment il y a des choses déjà qui se passent, montrer ce qui se passe déjà en termes d'actions concrètes, et arriver à la COP en disant, voilà, les États ont du mal à faire leur contribution déterminée au niveau national, et les personnes, les collectivités, les communautés religieuses ou non, sont capables de prendre un engagement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment beaucoup développer l'année prochaine dans la perspective de la COP 31, en disant comment est-ce qu'on arrive à montrer toute cette mobilisation qui ne se passe pas dans le cadre des États, mais qui est importante et qui change aussi les choses en profondeur. Et cette contribution, elles ont été remises au ministre de l'Environnement, Marina Silva, ministre de l'Environnement du Brésil, qui était coprésidente de la COP par Lorna Gold le dernier jour. Alors en France, on a quand même eu des choses, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, cette mobilisation sur la France. On a eu la déclaration des responsables religieux, dans toutes les grandes religions, du coup, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, je n'aurais pas dû le prendre comme ça, je ne sais pas si on va dire les autres, bouddhisme, islam et judaïsme. Et alors, c'est pas une première, le fait qu'il y ait une déclaration des responsables religieux. Par contre, c'était sous la forme d'un texte qui était publié sur le site internet avec une visibilité qui était quand même pas extraordinaire. L'année dernière, ça avait été, je crois, que sur le site de la Fédération protestante et même pas sur le site de l'Église catholique. Là, ça s'est passé à Lourdes au moment de l'Assemblée plénière des évêques, avec une conférence de presse, avec un discours d'introduction du cardinal Aveline qui était quand même assez engagé aussi, où il disait, il a cité l'homme qui plantait des arbres de Giono en disant les religions doivent être ceux qui plantent des arbres pour le futur. C'était très, très inspirant. Et ça, c'était un geste fort qui a eu lieu en marge de cette COP. Il y a eu des veillées de prière. Voilà, donc un certain nombre d'entre nous avons organisé des veillées de prière dans nos paroisses, dans les diocèses. C'était pas la première année où il y avait des veillées de prière, mais c'était la première année que ces veillées de prière étaient préparées avec la Conférence des évêques de France et diffusées par la Conférence des évêques de France, avec un message de Monseigneur Benoît Gonin, l'évêque de Beauvais, qui est en charge de l'écologie pour la CEF, et qui encourageait, qui disait que c'était une question d'humanité, de se mobiliser pour la COP. Il y avait vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez touchant dans ce message-là. Et ça a été amplement relayé par les diocèses. Et on a eu aussi énormément de cercles de silence.
Et à ma connaissance, c'est la première année où il y a des diocèses qui organisent des cercles de silence en tant que diocèse, alors qu'il y a 2 ans, ça paraissait quelque chose de extrêmement difficile à mettre en œuvre dans un contexte d'église. Et là, de voir qu'il y a des diocèses qui le font, enfin, c'est quand même assez marquant. Et on a eu aussi l'annonce mondiale de désinvestissement, qui a été une des plus grosses annonces qui a eu lieu avec, je sais plus si c'est 62 ou 64 organisations, j'aurais dû vérifier avant ce soir. Et en France, les jésuites, donc la province d'Europe occidentale francophone, et les franciscains, aussi de la province de France et Belgique, ont décidé en même temps de désinvestir. Et je trouve que d'avoir 2 congrégations religieuses aussi importantes et aussi emblématiques qui prennent cette décision en même temps, ça avait quelque chose d'extrêmement marquant. Et en parallèle de ça, on avait Lutte et Contemplation, qui est le petit collectif chrétien très militant, qui rejoignait la même annonce. Et c'est comme si on avait tout d'un coup un peu les 2 extrémités du spectre, avec voilà les franciscains, c'est des congrégations qui a plus de 800 ans, et Lutte et Contemplation qui existe depuis 2 ans, et ils sont tous dans la même direction. Donc c'est extrêmement inspirant. Je remonte un peu pour mettre sur le mouvement Laudato aussi là-bas. Donc il y a eu énormément d'événements organisés sur place, beaucoup d'animateurs brésiliens et aussi d'autres pays qui sont venus. Et mes collègues qui étaient là-bas nous disaient à quel point il y avait ils se sont trouvés en lien avec à la fois avec les hauts responsables côté Vatican, les cardinaux, les évêques et les animateurs sur le terrain, et que finalement avec tout ce monde-là, le mouvement était présent un petit peu partout, donc il a été très visible. Il y a eu les liens qui ont été tissés au moment de la conférence Raising Hope à Rome, enfin à Castel Gandolfo ou même avant, qui font que les gens se sont retrouvés aussi. Enfin, apparemment, chaque fois que Marina Silva était donc la ministre de l'Environnement, faisait un événement et qu'elle voyait Lorna, elle redisait un mot sur le mouvement, en disant que la date aussi avait un rôle très important. Enfin, c'était sympathique aussi d'avoir ces échanges-là. Et avant la COP, il y a eu un pèlerinage à travers le Brésil avec cette eau qui a été bénie pendant la conférence Raising Hope. Donc, cette eau qui était un mélange d'eau portée de différentes parties du monde, qui représentait les larmes des souffrances des personnes, et la souffrance de la création était représentée par cet iceberg, dont l'eau a été récoltée au fur et à mesure qu'il fondait, puisque l'iceberg a été béni par le pape, donc du coup, une fois fondu, ça faisait de l'eau bénite. Et l'eau a été portée au Brésil. Il y a eu une célébration devant 30 000 personnes à Notre-Dame de Aparecida, qui est un gros lieu de pèlerinage là-bas. Une célébration au Christ Rédempteur, donc là à Rio, avec le Christ a été éclairé en bleu à l'occasion de la COP. J'ai une photo de mes collègues qui sont devant le Christ éclairé en bleu avec la photo du pape. Voilà, ce message qui a été porté, enfin qui venait de cette conférence, il a traversé le Brésil et il est arrivé jusqu'à la COP. Et notamment ce tissu de la rivière de l'Espérance que vous avez vu pendant l'événement à Castel Gandolfo a aussi été porté là-bas. Et d'ailleurs, il racontait qu'ils avaient, à un moment donné, Lorna était en train de parler à un événement en direct à la télé. Et ils étaient avec le tissu dans l'espace officiel et ils passaient avec la photo du pape et ce tissu de la rivière de l'Espérance. Et des gens se sont mis spontanément à les rejoindre et à tenir le tissu. Ils marchaient ensemble et se sont mis à chanter et ils ont failli perdre leur accréditation parce qu'apparemment il fallait une autorisation spéciale préalable pour pouvoir chanter dans cet espace. Donc ils ont été sévèrement réprimandés pour avoir chanté. Mais il y avait une espèce de côté très joyeux et Lorna avait dit il faut qu'on porte la joie de ce qu'on a vécu ensemble à la COP, et ça s'est vraiment passé comme ça. Et mes collègues m'ont dit aussi à quel point le fait qu'il y ait des prières, notamment en France, c'était important pour eux. Il y avait un côté de lien entre nous, et ils savaient qu'on priait pour eux qui étaient là-bas. Et les Africains aussi m'ont dit ah mais c'est tellement formidable qu'il y ait ces prières. Ben nous aussi il y a eu des prières à tel et tel endroit, et on a vécu quelque chose de la communion et du lien de manière très forte, en disant ben finalement la veillée de prière qu'il peut y avoir dans un village, ou le cercle de silence dans une zone très rurale, voilà, ou dans le hall de l'entrée d'une cathédrale, et ben c'est quelque chose qui résonne avec aussi ce que vivent les gens là-bas. Et je voulais finir par cette photo que nous a montré donc mon collègue Igor, qui coordonnait un peu les actions sur place, qui s'occupe du Brésil et des espaces de langue portugaise.
Il nous disait, c'est tout le symbole de ça, c'est cette rivière de l'espérance, avec toutes ces personnes qui tout d'un coup rejoignent et viennent tenir le tissu et qui s'intercalent et qui rejoignent le mouvement. Et il nous disait, ça montre toute la variété des personnes qui se sont impliquées autour de cette COP. Et il disait, voilà, ceux qui ont porté le tissu savent qu'il est très lourd, à force, pour porter et faire les secouer pour faire les vagues, etc. Mais on peut le porter parce qu'on est tous ensemble. Et ce qu'on a vécu au niveau de la COP, c'est pareil, il y a des choses qui sont un peu lourdes à porter, mais parce qu'on est ensemble et qu'on est différents et qu'on est unis, voilà, on peut porter ça. Et là, maintenant, mais il y a tout ce qui va se passer l'année prochaine, et notamment autour du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, autour des mobilisations qui se sont vécues en France, et on sent que c'est des choses qui continuent à grandir et des voix qui s'élèvent, et tout ça est très très beau. Et je vois qu'il y en a qui ont cherché les chiffres pour moi, c'est gentil. 50 000 participants selon les organisateurs des participants à cette marche. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions rapidement avant qu'on se quitte. Moi, je dirais, on se sent petit face à toute cette mobilisation et ces gens qui donnent de leur temps, de leur vie, de leur énergie. Donc, je trouve ça magnifique. C'est un bel exemple. Je ne sais pas dans le monde combien de personnes ont pu suivre ces événements. C'est vrai qu'autour de chez moi, quand on parle de la COP, il faut toujours plus ou moins réexpliquer ce que c'est. Mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir existé et de continuer d'exister dans beaucoup de cœurs, en tout cas. Mais je trouve que ça donne aussi une visibilité à toutes ces personnes qui se mobilisent et qui s'engagent. Et c'est important aussi d'avoir ça, enfin de prendre conscience de ça, parce que c'est un peu de mouvement souterrain, voilà, on ne voit pas. Et là, tout d'un coup, quand on commence à regarder, qu'on voit ce qui se passe, c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Christian, tu lèves la main. Oui, moi je voulais dire, la COP c'était très bien, mais il faut transformer l'essai maintenant. Mm, Chez nous et la petite salle de réunion qu'on avait avant, eh ben, il y a quand même quelque chose qui a été dit, c'est que, je dirais, le discours populiste prend de l'ampleur en France aussi. Alors, je peux mm, parler que la France. Et mm, moi, je dis à Marie-Cécile ce matin, je dis, ce qui m'embête, c'est que de l'écologie, on n'en entend plus parler depuis que la COP est finie. Donc, je dis, il faut vraiment transformer l'essai. Il faut trouver les mots pour pouvoir continuer à avancer, continuer à secouer le bananier, je dirais. Voilà. mm, Ou le quatché, c'est plutôt le quatché chez nous. mm, Voilà. mm. Et j'ai pas de Ok. solution toute faite, absolument pas. Mais j'ai ce sentiment que maintenant, il faut s'engager, il faut Mm, retrousser les manches. Moi, je dirais qu'on va le trouver ensemble, la manière de faire aussi. Mm. Parce que il y a un côté, au niveau médiatique, la COP, il y a un coup de projecteur. C'est le moment de l'année où on en parle dans les médias du changement climatique. Il y a des médias qui en parlent toute l'année, mais c'est vrai que c'est un moment d'attention particulière. Donc là, on a pu porter des choses à ce moment-là. Et je pense qu'après, il y a tout ce travail de fourmi de effectivement comment on continue, comment on est dans le dialogue, comment on est dans d'expliquer les choses, dans faire comprendre aussi ce qu'on veut faire vivre. Et avec, comme je dis, moi, j'appelle ça des vents contraires ou des forces contraires, de ceux qui n'ont pas très envie qu'on aille dans cette direction-là. Et il faut avoir conscience de ça. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi. Mais j'ai vu dans un film et je trouve que ça résume quand même bien. Enfin, c'est dans un autre contexte, mais il disait, on porte ce qu'on porte, c'est tout ce que la société aime pas. Ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande des personnes. Enfin, il y a un côté, on n'est pas dans la facilité, on n'est pas. Et en même temps, c'est ça qui vaut la peine aussi. Enfin, donc, je pense qu'on a quelque chose d'important à porter et chacun à sa manière. Et il faut pas sous-estimer la force que ça représente d'être ensemble. Tout à fait. Moi, il y a une chose qui me fait toujours penser, enfin,
vous savez, enfin, beaucoup savent que je suis arboriculteur de cœur, dans l'âme, et que j'ai milité depuis très longtemps pour sortir, pas des énergies fossiles, mais des traitements phytosanitaires dangereux. Et en fin de compte, la première des choses qu'on a fait, c'était faire des conférences pour dire, voilà, on peut utiliser ça, il faut préparer ça comme ça. Jusqu'au jour où on a dit, mais ça intéresse personne, les gens comprennent pas, ils savent pas comment faire. Alors j'ai dit, ben, on va changer le fusil d'épaule, on va leur montrer comment faire. Et c'est là que on a pris le bâton de pèlerin, on est allé dans les vergers et on leur a montré comment préparer. Et on leur a montré, voilà, c'est bon comme ça, vous prenez autant de trucs comme ça. Et je pense qu'on doit être dans une phase comme ça. Il va falloir montrer aux gens comment sortir de ce paradigme qui nous entraîne vers le bas. C'est tout Il y a un Jean-Pierre programme, hein. il y a Jean-Pierre qui lève la main. Oui, je voulais juste reprendre un peu le propos de Christian qui disait qu'en effet, c'est important par rapport à ce qui se passe avec Trump et partout, quoi. Et que justement, moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai que l'Église, je crois qu'elle a un bon rôle justement de ce côté-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont déçus, sans rentrer dans de la politique, hein, mais qui sont déçus malheureusement. Il y a une désaffection de la chose politique, et puis ça, c'est par les mouvements catholiques, c'est quelque chose qui est rassembleur, quoi. Puis on voit même, il y a l'ONU aussi, Faith for Earth, là, le mouvement interreligieux, donc ça dépasse le cadre partisan, ça se veut universel, ça peut, je pense que ça peut, enfin j'espère, ça peut amener des gens à se retrouver ici dans quelque chose qui les porte et qui se disent bah c'est beaucoup plus grand, ça répond mieux à mes attentes, et puis que c'est une réponse et puis une voie différente, quoi. Mm. Et puis on est aussi des personnes qui peuvent créer de la rencontre et du dialogue, et ça c'est important. Oui, Parce qu'il c'est n'y a pas vrai. beaucoup Ouais. d'endroits où on peut rencontrer des gens qui ont des opinions politiques différentes, qui sont de milieux différents, et qui sont rassemblés quand même autour de quelque chose de fort. Et nous, on a peut-être cette capacité à créer des ponts entre les personnes. Et je pense qu'on peut faire de très très belles choses. Je garde un œil sur l'heure, puis moi je dois prendre le train très très tôt demain matin. Donc je vais peut-être pas, pour une fois, je ne vais pas laisser la fenêtre ouverte plus longtemps. Je voudrais vous remercier d'être resté jusque-là. Et peut-être on peut dire notre Père avant de se quitter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Les autres, que que ton que nom ton soit nom soit sanctifié, sanctifié, que ton que ton règne règne vienne, que vienne. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, merci à tous. Bonne Bonne nuit, Anne, soirée. et bon J'essaierai courage voilà. Bonne nuit à à tous. tous ceux qui vont, Merci. voilà, à Et tous ceux merci qui seront encore à demain. Louise. Oui, merci à Louise. Bonne Voilà, et passez soirée. une Ah, très belle Bonsoir. fête Bonne de soirée, fin merci Bonne beaucoup. d'année. Au revoir à Merci. tous. Merci Anne, bon Au voyage. Merci. Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Enregistrer la direction. Ouf.